À travers un micro, une caméra, une plume ou en ligne, la presse se veut libre et plurielle. La liberté de la presse célébrée aujourd'hui 3 mai pose la problématique de la responsabilité du journaliste et du devoir de sa protection par les pouvoirs publics. Parler sans crainte, assurer la liberté de la presse dans tous les médias, la Journée mondiale de la presse au Burkina met cette année l'accent sur la libéralisation de la parole. Et ce sera l'unique titre de ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir. Une date, aujourd'hui 3 mai, la Journée mondiale de la presse célèbre ses 20 ans. Journalistes et professionnels des médias réfléchissent autour du libre exercice de leur profession. Parler sans crainte, assurer la liberté de presse dans tous les médias est le thème de cette commémoration au Burkina. Les journalistes ont à cet effet présenté au ministre de la Communication l'état de la liberté de presse au Burkina. La cérémonie commémorative du 3 mai avec Frédéric Etienne Bassenga. Parler sans crainte, assurer la liberté de presse dans tous les médias, c'est sous ce thème que les professionnels des médias se sont retrouvés pour commémorer cette journée qui leur est dédiée. À l'échelle mondiale, l'on retiendra surtout que 2012 aura été une année peu reluisante pour les journalistes par rapport aux 2 années précédentes. À travers le monde, 121 journalistes ont trouvé la mort dans l'exercice de leurs fonctions, soit le double de 2011 et de 2010. Au Burkina Faso, par contre, même si des cas d'entrave à la liberté d'expression sont encore enregistrés, il n'en demeure pas moins que depuis la mort tragique du journaliste Norbert Zongo, du chemin a été fait. Il faut dire qu'il y a eu des petits pas qui sont faits par rapport à la liberté de la presse. Mais avouons qu'il y a toujours l'autocensure. Les menaces ne sont pas ouvertes comme ça, mais il y a des sujets tabous un peu que les journalistes n'osent pas aborder eux-mêmes. Ils abordent un certain nombre de sujets d'investigation, ils le font, mais on sent jusqu'à présent qu'il y a de l'autocensure. La liberté n'est jamais acquise définitivement, c'est une quête perpétuelle. Et pour Alain-Edouard Traoré, c'est aux journalistes de se battre pour toujours assurer cette liberté qui est un élément incontournable dans l'ancrage de la démocratie. La liberté de presse est un acquis essentiel dans le cadre de notre démocratie. Mais il faut y veiller à tout moment. Vous savez, les difficultés peuvent venir de partout. Ça peut venir de certains individus, ça peut venir de certains groupes. Et c'est pour dire que le combat n'est jamais terminé. Tout de suite, je le disais dans mon mot. Et cette liberté, j'invite les journalistes eux-mêmes à y veiller et à travailler à ce que chaque jour davantage, aucune atteinte, aucune perspective ne puisse mettre en danger cette liberté. Cette 20e commémoration a été mise à profit par les journalistes burkinabés pour remettre au ministre de la Communication l'état de la liberté de la presse au Burkina Faso. Et pour encourager les femmes journalistes, le prix 2013 de la meilleure journaliste a été également lancé. Et pour sensibiliser le public sur ce métier à risque, le centre de presse Norbert Zongo met en lumière le travail et la responsabilité du journaliste. 2 panels ont été organisés, l'un sur l'usage des images choquantes dans la presse, l'autre sur la sécurité des journalistes et l'impunité. Le résumé de ces communications avec Frédéric Etienne Bassenga. Images choquantes, images horribles, images insoutenables, images violentes, peut-il y avoir un usage raisonnable de l'image dans la presse? Béatrice Damiba, Edouard Ouedraogo et Rémi Dandjenou ont répondu par l'affirmative. À ce panel qui les regroupait sur ce sujet, chacun a donné son avis avec des exemples à l'appui. Si pour Béatrice Damiba, le journaliste doit s'abstenir de choquer ou de susciter une curiosité morbide ou encore une banalisation du tragique qu'il publie, pour Rémi Dandjenou, il faut d'abord définir qu'est-ce qu'une image choquante, d'autant plus que la législation burkinabé reste silencieuse sur la question. Fondamentalement pour moi, une image c'est une image. Maintenant l'objectif qu'on y met derrière, c'est ce qu'on veut. Moi je fais de l'information. Je fais de l'éducation, je fais du divertissement. Et si l'image que je donne est une image qui va informer, si elle est choquante, je décide est-ce que je peux la publier par rapport à la ligne éditoriale, par rapport à mon éthique et par rapport à la déontologie que je mets en œuvre. Le paradoxe qui arrive, c'est qu'on a des images qu'on dit choquantes, qu'on utilise pour sensibiliser, dit-on. Il y en a des images choquantes lorsque ce n'est pas du fait de l'administration qu'on dit aux journalistes de ne pas publier.
Le cas pris de cet échange-là, c'est les images de la fille excisée, qui sont extrêmement choquantes, mais on a puni un journal comme l'Événement pour avoir montré des images d'une fille et d'une famille totalement massacrée dans le cadre d'un conflit. Alors que le rapport d'information et de sensibilisation est exactement le même. Et pour Edouard Ouedraogo, l'image choquante dépend du filtre et du contexte, donc par conséquent, chaque journaliste doit se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il apporte au public avant toute publication. Ce panel est le deuxième du genre organisé par le Centre national de presse Norbert Zongo dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de presse. Le premier s'est penché sur la sécurité du journaliste et l'impunité et a été animé par Émile Kaboré du Centre d'information des Nations Unies, Pierre Dabiré de l'Association des journalistes du Burkina et Maître Prosper Farama. Il est ressorti de ce panel que la question est transversale, la sécurité du journaliste doit être assurée par des acteurs collectifs avec les sociétés de presse et les journalistes au premier plan. C'est une évidence, le métier a connu une révolution sans pareil avec l'avènement des médias en ligne. Un clic et vous voilà au cœur de l'information et même à pratique journaliste ou critique le temps d'une connexion Internet. Cette forme de journalisme revendique naturellement sa part à la consolidation de la liberté de la presse. Les médias en ligne ont pillon sur rue, une quinzaine animent la toile burkinabé. État des lieux avec Fousseni Kindo. Après avoir révolutionné les communications à travers la planète, Internet et la technologie Web 2.0 ont fini par déstabiliser les modes d'information et de communication aujourd'hui. Avec ces nouvelles plateformes, une révolution s'est opérée dans la diffusion de l'information. Avant, on disait la radio annonce, la télé montre, la presse écrite explique. Mais tout cela a changé justement grâce aux nouvelles vertus, je vais dire, aux nouvelles valeurs, aux nouveaux principes de fonctionnement des médias, dont l'un de ces principes-là, c'est l'instantanéité. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de 24 heures pour diffuser une information. Aussitôt disponible, elle est diffusée. Sur la toile au Burkina Faso, une quinzaine de presses en ligne se partagent l'espace. Du faso.net à fasoactu.net, burkina24.com ou encore fasozine.com, l'offre est riche et diversifiée. Des télévisions et radios exclusivement disponibles sur Internet existent désormais. Fasoactu.net, c'est un journal en ligne qui relaie l'information au niveau national et même au niveau international. Et au niveau national, nous avons des correspondants un peu partout. S'il y a un événement à Bobo, à Guédougou, à Wayugia, ceux qui sont là nous envoient par email les informations et nous directement on publie. L'engouement pour cette presse en ligne a conduit la presse classique à se mettre à l'ère des technologies de l'information et de la communication. Ainsi, des quotidiens comme Sidoya, l'Observateur Palga, Le Pays ou encore la RTB ont vite fait d'adopter le multimédia, histoire de mieux exister. C'est une mutation qui s'imposait parce que depuis en tout cas, l'avènement des technologies de l'information et de la communication, les médias ont trouvé ici une autre occasion, une autre plateforme, un autre support pour pouvoir diffuser leurs informations. Sous couvert de l'anonymat, on y voit de plus en plus le citoyen réagir à l'information que lui apporte le journaliste. Toute chose qui permet aux journalistes de se remettre en cause. Et normalement, les journalistes, ils sont prompts à critiquer les autres. C'est bon, c'est leur métier. Ils devraient souffrir aussi que l'on puisse les critiquer. Mais moi, je pense que la critique, c'est une très bonne chose, pourvu que ce soit une critique constructive. Ce qui intéresse beaucoup d'internautes, ce sont les commentaires. Le journaliste doit faire avec. Et cela est normal aussi quand on regarde ce qui est diffusé. Les gens s'informent par d'autres sources. Donc ils ne viennent pas forcément sur le site pour s'informer, ils viennent aussi pour échanger, pour discuter. L'importance des réactions sur la plateforme Internet de l'Observateur Palga a amené le journal à en faire un écho dans le papier. Le journal des forumistes est autant plus lu que les articles à la une du quotidien. Le fait que les internautes puissent réagir aux articles, puissent critiquer même deux fois le contenu, la forme de l'article, ça joue beaucoup, en tout cas sur la production des journalistes, surtout quand l'intéressé sait que son article doit être monté sur Internet. Vraiment, il s'applique beaucoup. En analysant la contribution des internautes dans les forums, le dynamisme des contributions,
le nombre et aussi la passion qui se dégage parfois dans les échanges, on peut noter l'intérêt que le public a pour ces espaces d'expression aujourd'hui et qui contribuent donc à la formation de l'opinion. La presse en ligne et les plateformes qu'elle offre désormais sont des espaces de liberté et de démocratie. Et ces espaces seront ce que ces acteurs voudront qu'ils soient, c'est-à-dire des lieux de débat constructifs. Alors que les médias revendiquent leur place sur la toile, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, elle s'interroge sur les dangers et les dérives du net. Le plan d'action de lutte contre la cybercriminalité a été mis en œuvre. En charge de son exécution, les membres du Centre national de cybersécurité ont été invités par l'ARCEP pour amendement. Lazare Pouya. Les Burkinabés se souviennent comme hier des actions des forces de défense et de sécurité qui avaient démantelé un réseau de cybercriminels. Ces bandits de l'espace informatique avaient réussi à tromper plusieurs personnes en leur escroquant d'importantes sommes d'argent. Les attaques et les abus de l'outil informatique et de l'Internet sont énormes. Au Burkina, les virus informatiques occupent 72% des incidents, les abus internes de l'accès réseau ou messagerie 22% et les vols d'ordinateurs portables ou matériel mobile 19%. Au regard de ce qui précède, les États doivent s'organiser et notre pays, à travers l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP, a mené une étude en 2010 en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications. Cette étude a permis l'élaboration d'un plan national de cybersécurité, objet de la présente rencontre. L'autorité de régulation a souhaité que les partenaires du Centre de lutte contre la cybersécurité puissent prendre connaissance d'abord de l'existence de ce centre et de ce qu'il faut faire en cas d'incident informatique sur les réseaux. S'adressant aux membres de l'équipe d'exploitation issus des institutions et des ministères, le ministre Jean Kouliati les a exhortés de faire preuve d'attention tout au long de cette journée de travail, le but étant de contribuer efficacement à déjouer tous les plans diaboliques des cybercriminels dans notre pays. À la recherche des bonnes pratiques dans le domaine du financement des partis politiques, le contrôle des dépenses électorales, le fonctionnement du Parlement dans un contexte de bicamérisme ou encore le statut de la chefferie traditionnelle. Le ministre chargé des relations avec les institutions et des réformes politiques est allé à l'école des pays d'Afrique centrale. Les expériences du Burundi, du Rwanda et du Gabon ont été visitées au cours de cette mission de travail. Commentaire, c'est Sylvestre. Du Burundi au Gabon, en passant par le Rwanda, le ministre d'État Assane Boyensan Yé et sa délégation ont eu des rencontres avec les autorités de ces pays. Ils ont aussi visité de nombreuses institutions, parmi lesquelles des Sénats et Assemblées nationales, des départements en charge des relations avec les institutions, des commissions électorales indépendantes et les secrétariats des forats nationaux. Les échanges avec les responsables de ces diverses institutions ont permis à la délégation burkinabé de s'inspirer de l'expérience de ces trois pays d'Afrique centrale sur des questions relatives au fonctionnement du Parlement dans un contexte de bicaméralisme. Au cours de l'année 2013, nous mettrons en place un Sénat, qui est donc la deuxième chambre de notre Parlement. Et ce que nous avons eu comme information sur la décentralisation, sur la participation des populations à la base, sur le choix des sénateurs peut nous être utile quant à notre Sénat que nous allons mettre en place au cours de l'année 2013. Je crois que cela est très important. Que ce soit à Bujumbura, à Libreville ou à Kigali, le ministre d'État a pu toucher du doigt les réalités dans la création, la composition et le fonctionnement d'un Sénat. Au Rwanda, par exemple, le Sénat fête ses 10 ans d'existence. Des 26 membres de cette deuxième chambre du Parlement, certains sont élus dans les régions, d'autres sont nommés par le président de la République et une troisième catégorie de sénateurs sont désignés au niveau des organisations de la société civile et tout cela dans le respect de certains critères. Chaque prétendant d'être sénateur doit être au moins licencié dans un domaine quelconque d'enseignement et il doit avoir au moins 40 ans. Donc si vous ne répondez pas à ces deux critères-là, vous ne pouvez jamais prétendre aller vous faire voter, ni vous prétendre que vous serez un jour être désigné par le chef de l'État, ni être choisi au niveau du forum. Cette tournée en Afrique centrale a permis également à la délégation burkinabé d'échanger avec les experts des pays hôtes sur des questions telles que le statut de la chefferie traditionnelle, l'organisation de l'administration électorale, le partenariat institutionnel, les problématiques du financement des partis politiques et partant, le contrôle des dépenses des campagnes électorales. À l'occasion, une rencontre d'échange et d'information avec la diaspora burkinabé a eu lieu à Libreville au Gabon.
Au Rwanda, au Burundi et au Gabon, le ministre Assane Boinsan Yé et sa suite ont rendu des visites de courtoisie à de nombreuses autres personnalités. Des personnalités qui en retour ont honoré la délégation burkinabé par des dîners et des prestations d'artistes. Objectif, trouver un modus vivendi entre le gouvernement et les syndicats de la santé à Gawa. Le 25 avril dernier, une délégation du ministère de la Santé était en discussion avec le SINCHA, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, et le CIMEB, le syndicat des médecins du Burkina. Le dialogue social instauré entre les parties s'est principalement focalisé sur le rehaussement de certaines indemnités. Draman Dadia. Opération caisse vide et sitting des hommes en blouse tous les matins de 7h à 10h, et cela dure depuis le 18 mars dernier au centre hospitalier régional de Gawa. Le mot d'ordre a été lancé par le syndicat des médecins du Burkina CIMEB, section Gawa, et le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale SINCHA du Poni. Par rapport aux DG des CHR, leur salaire doit être compris entre 800 et 1 million, et ceux des CHU, 900 et 1 500 000. Je pense qu'à l'hôpital de Gawa, le travail se fait en équipe. Et comme le travail se fait en équipe, s'il y a des retombées, les ressources doivent être distribuées équitablement. C'est pour cela que nous avons estimé que, en tant qu'agent, nous pouvons espérer quelque chose. Donc nous avons déposé une plateforme. On a demandé en tout cas qu'on relève un certain nombre d'unités que nous estimons spécifiques au niveau du CHR de Gawa. Sur ces points de revendication, le ministère de la Santé a diligenté une mission sur Gawa. Objectif, jouer la carte de l'apaisement. Il y a un certain nombre de réflexions globales qui se mènent autour de ces questions-là. Étant donné que le principe de recrutement a engendré des problèmes qui viennent de soulever, on ne va pas rester sourd à ces questions, on ne va pas rester insensible. Nous allons seulement demander aux syndicats de surseoir à leur action actuelle, pas parce que ça devient fait du dilatoire, ni que nous allons ranger leur plateforme dans un placard, mais c'est pour permettre d'avoir un climat apaisé et serein, et ensuite pouvoir servir convenablement les populations. Au sortir des échanges, la délégation ministérielle rassure que des réflexions sont en cours pour trouver un compromis, mais pour le SINCHA et le CIMEB, la rencontre a accouché d'une souris. L'après 2015, vu par les populations des 13 régions du Burkina, à 3 ans de l'échéance des objectifs du millénaire pour le développement, les consultations régionales initiées par le système des Nations Unies ont permis de recueillir les aspirations pour le prochain cadre de développement. Le rapport du groupe de travail sur l'après-OMD a été soumis à validation ce matin à Ouagadougou. Maïmouna Traoré. Les consultations pour la définition de l'agenda de développement post-2015 s'inscrivent dans la vision du système des Nations Unies de se doter d'un nouveau référentiel de développement au plan mondial en remplacement des objectifs du millénaire pour le développement. Ces consultations ont pour objectif principal de stimuler un débat inclusif sur l'agenda post-2015 pour le développement afin de proposer des objectifs de développement plus consensuels. Au Burkina Faso, plus d'1 million de personnes représentant les différentes couches socio-professionnelles se sont prêtées aux questions des enquêteurs, ce qui a permis de recenser les besoins et les aspirations des populations. Selon les conclusions de ces consultations, ces besoins de base sont la santé, l'éducation, la sécurité alimentaire, l'eau potable et le logement. Les populations nous demandent qu'on mette en place un cadre qui assure leur bien-être et que ce cadre-là corresponde, bon, bien sûr, à la paix, à la solidarité, à la justice, et puis tout ce qui est nécessaire pour mener une vie vraiment démocratique. Le rapport final qui sortira de cette rencontre sera transmis aux instances supérieures pour exploitation. Ces participants ont donc pour mission d'examiner les conclusions des consultations nationales post-2015 et d'apporter des amendements pour en faire un document de référence consensuel et réaliste. L'atteinte de l'OMD 2 sur l'éducation pour tous est en passe de se réaliser à Manga. La maison communautaire pour jeunes filles est un exemple d'éducation non formelle qui doit faire école selon le représentant résident de l'UNICEF au Burkina en visite sur le site. Salinana. À l'intérieur du système éducatif burkinabé, les autorités accordent une attention particulière à l'éducation des filles et des femmes.
Grâce aux efforts conjugués de l'État et de ses partenaires techniques et financiers, la maison communautaire pour jeunes filles de Manga ouverte en mai 2011 participe à la promotion de l'éducation des filles. Et l'UNICEF, qui fait de l'éducation des filles sa principale activité, a fait le déplacement de Manga pour s'inquiéter du fonctionnement de l'infrastructure. Nous avons pu toucher du doigt la réalité du fonctionnement de la maison. Le taux d'occupation, de fréquentation, les résultats scolaires des enfants et surtout le travail qui est fait par le comité de gestion pour s'assurer que la maison puisse fonctionner de manière continue. Et je voudrais surtout saluer le travail qui a été fait pour élargir l'assiette des partenaires. Des échanges avec les acteurs impliqués dans la gestion et le fonctionnement de la maison communautaire et les bénéficiaires ont permis aux premiers responsables de l'éducation de dégager des perspectives et voir dans quelle mesure assurer l'accès et l'achèvement du poste primaire à la jeune fille. Nous sommes en train de construire, c'est une innovation et il ne faut pas non plus oublier qu'en termes de programmation et de planification, c'est les 45 provinces du Burkina que nous visons et nous allons capitaliser d'abord à Manga pour pouvoir maintenant élargir au niveau national. Si l'objectif de départ de cette maison qui est de sécuriser les filles tout en les offrant de meilleures conditions de vie et d'études est en partie atteint, des difficultés demeurent. Nous avons aussi évoqué la question de la documentation, parce qu'une documentation assez fournie permet à chacune d'aller puiser le savoir au niveau de ces documents-là. Et que, bon, en la constituant, en tout cas, ça fait un support pédagogique important pour ces enfants. Bâtie sur une superficie de 5 hectares, la maison communautaire pour jeunes filles de Manga accueille une centaine de filles. En plus de leur éducation scolaire, elle bénéficie aussi d'encadrement pour des activités génératrices de revenus. 48 heures de l'enseignant du BAM sur fond de revendications. Les éducateurs demandent l'amélioration de leurs conditions de travail. Les journées de l'enseignant qui se sont tenues à Kongoussi ont aussi été l'occasion de partager leurs préoccupations entre acteurs de l'éducation. Kadi Ouattara, Karim Namouanou. Ces enseignants de Kongoussi, face à leur ministre de tutelle, l'opportunité est belle pour un échange direct. L'honneur leur est fait à l'occasion des journées de l'enseignant du BAM. Cette année, ce cadre de rencontre et de concertation priorise la réflexion sur la formation continue. C'est en même temps une occasion de permettre à tous les enseignants de la province de se rencontrer au moins une fois là pour échanger autour de leurs problèmes, mais aussi se former parce que dans l'éducation, la formation est donc une réalité pour un monde de l'éducation parfait. Et dans le souci de l'atteinte d'une éducation de qualité, ces éducateurs ne sont pas passés par 4 chemins pour interpeller leur ministre. L'interpellation porte sur l'amélioration de leurs conditions de travail. Koumba Boli en est consciente, l'État burkinabé aussi. Nous avons budgétisé près de 18 milliards de francs CFA pour reconstruire les carrières des enseignants et des enseignantes, pour nous assurer qu'il y a un ensemble d'indemnités sur plusieurs là qui vont être prises en charge. C'est vraiment important au niveau du budget de l'État. Et je pense que c'est vraiment la volonté aussi du gouvernement d'aider et d'accompagner, qu'ils le sachent, qu'on ne les oublie pas, que nous sommes ensemble et que nous allons pouvoir bien sûr réussir. 2013 verra la poursuite des négociations sur les indemnités avec en ligne de mire la déconcentration du traitement au niveau des régions. Et ce n'est pas tout. Il est prévu l'adoption de nouveaux statuts des personnels de l'éducation et le reversement dans les emplois spécifiques. Plus de peur que de mal ce matin à la nationale du jeu. Un incendie s'est déclaré dans l'ancien bâtiment de la Lonabé. Le feu, qui est parti d'un coffret informatique, serait la résultante d'un court-circuit. Le feu a été vite maîtrisé grâce aux vigiles et aux sapeurs-pompiers, arrivés plus tôt que l'équipe de la RTB sur les lieux. Constat avec Pélagie Savadougou. On a constaté de la fumée qui sortait un peu de la colonne. Et on ne savait pas d'où ça venait. Et après, on nous a signalé que c'était au premier. Et par chance, les vigiles qui étaient là ont pu éteindre l'incendie qui était déclaré au niveau du coffret informatique. Donc, nous avons fait les premiers constats. Et l'origine, c'est certainement une prise électrique, une multiprise électrique qui a dû donc
on ne sait pas trop être court-circuité ou quoi, mais c'est l'origine du feu se trouve certainement au niveau de cette multiprise-là qui a été complètement disséminée. Les fraudeurs, eux, verront certainement leurs marchandises partir en fumée si celles-ci s'avéraient hors normes. Dans tous les cas, le sucre, le riz, les piles et les produits pharmaceutiques saisis ne sont plus leur propriété. L'inspection régionale des affaires économiques de Bobo-Dioulasso, qui a effectué la saisie, entend ainsi assainir l'économie burkinabé de la fraude et de la contrefaçon. Sidiki Milogo et Wendiamachil Kabori. Un important lot de produits prohibés, fraudés ou contrefaits saisis par l'inspection régionale des affaires économiques de Bobo-Dioulasso. L'opération qui s'est étalée sur 2 ans a concerné la région de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Sud-Ouest et des Hauts-Bassins. Des pneus, des chambres à air, des piles électriques, des herbicides, de la cigarette, des produits alimentaires ont été saisis. Et ce n'est pas tout. Nous avons eu à contrôler des commerçants qui avaient des produits de la fraude, ce qui n'est pas bon pour l'économie nationale. Nous avons des produits pharmaceutiques qui sont nocifs pour la santé des populations. Ces activités concernent essentiellement des contrôles pour voir si les opérateurs économiques respectent la réglementation au plan industriel, commercial, etc. Cet échantillon qui a été présenté à la presse est estimé à plus de 14 millions de francs CFA. Et pour mieux mener sa mission, l'inspection régionale des affaires économiques de Bobo-Dioulasso invite la population à plus de collaboration pour minimiser ces actes qui portent un coup à l'économie nationale. La vulgarisation de la Préade à l'ordre du jour d'un atelier débuté ce matin à Ouagadougou. L'acronyme renvoie à la politique de ressources en eau en Afrique de l'Ouest adoptée en 2008 par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. L'ambition de cette politique, assurer une meilleure gestion des ressources en eau dans l'espace CEDEAO. Une problématique importante pour le Burkina Faso qui fait justement face à des problèmes de maîtrise de la ressource. Moumouni Soubeiga. C'est à la 35e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue en 2008 à Abuja, que la politique des ressources en eau de l'Afrique de l'Ouest a été adoptée. Elle se veut un cadre d'intégration et de gestion concertée des ressources en eau des bassins de la région, fondé sur 3 axes majeurs. Le premier axe, c'est réformer la gouvernance locale. Le second axe de cette politique porte sur la promotion des investissements. Là, l'idée essentielle est de valoriser les immenses ressources en eau dont possède notre région. Et le troisième axe de cette politique porte sur la promotion de la coopération et de l'intégration régionale. Pour les pays comme le Burkina qui subissent des fluctuations climatiques permanentes, une telle politique est une opportunité à saisir. Au regard de la rareté de la ressource, il faut que le Burkina s'implique dans toutes les politiques visant à une meilleure gestion intégrée des ressources en eau pour évidemment défendre les intérêts de notre pays en ce qui concerne cette ressource naturelle. Il est désormais question de partager les enjeux et opportunités de cette politique avec les acteurs des pays membres. Au Burkina Faso, il est de ce fait prévu une présentation de ce texte avec les acteurs du secteur de l'eau et une formulation d'un plan stratégique de vulgarisation pour une gestion durable des ressources en eau. 5 ans pour renforcer les capacités des organisations de la société civile et booster la participation citoyenne au développement local dans les cascades. C'est l'objectif assigné au programme d'appui aux collectivités territoriales. Le lancement du programme a eu lieu ce jeudi à Banfora, à Hadi Sandamba. À peine 1 an après son lancement au plan national à Manga, le PACT, le programme d'appui aux collectivités territoriales, déballe ses ambitions aux populations de la région des Cascades. C'est à travers sa sous-composante 3.1 que le programme entend renforcer la surveillance communautaire sur les performances des 33 communes que compte la région. Pour y arriver, le programme a porté son choix sur le CESAO-PRB, le Centre d'études économiques et sociales d'Afrique de l'Ouest, pôle régional Burkina, comme maître d'œuvre.
Il s'agit donc de renforcer les capacités de la société civile à être partie prenante parce que le processus de la décentralisation le prévoit. Il place la société civile qui est l'interface entre les élus et la communauté. Pour que les citoyens qui contribuent sachent qu'est-ce qu'on fait de sa ressource, tout comme ils sachent qu'il a le devoir aussi de contribuer au développement de cette collectivité. Et au ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, l'on appelle à la participation citoyenne ainsi qu'à la cohésion sociale. Nous demandons aux organisateurs et à ceux qui vont mettre en œuvre cette composante de faire en sorte que le message puisse être unique et surtout de cohésion sociale. Parce que rien ne peut être entrepris s'il n'y a pas de cohésion sociale, s'il n'y a pas de paix sociale. À travers prestations techniques et financières, tout en se focalisant sur la communication et la sensibilisation, ce programme est prévu pour s'exécuter pendant 5 ans. Et pour cette première phase, ce sont 6 régions pilotes qui ont été retenues, à savoir les Cascades, le centre-est, le centre-sud, le centre-nord, le plateau central et le Sahel. Les ressources destinées aux jeunes leur seront effectivement consacrées, telle est la profession de foi du ministre de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi, en tournée dans les Hauts-Bassins où il a rencontré les jeunes de la région. Le chef du département de la jeunesse entend inscrire son action dans une nouvelle gouvernance forte d'écoute et de responsabilité citoyenne. Sanoua Christine Koulibaly. Doter le ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi de statistiques fiables pour servir de référence en matière de promotion de la jeunesse, le management participatif, mais surtout la bonne gouvernance constituent les grandes lignes de la vision de Baska Emile Diala pour insuffler un nouveau dynamisme à ce département. Une vision qu'il est venu partager avec la jeunesse des Hauts-Bassins. C'est un ministère qui reçoit énormément de ressources mis à notre disposition par le chef de l'État, et ces ressources-là, nous devons nous assurer que ces ressources-là vont là où elles doivent aller. Si c'est mis au niveau du ministère pour promouvoir la création d'emplois, pour développer des jeunes promoteurs, que effectivement ces ressources-là aillent là-bas. Donc nous devons vraiment être bonne gouvernance. Et c'est ainsi d'ailleurs que j'ai un peu procédé à des changements au niveau des différents fonds pour un peu donner un signal aux jeunes qu'on est là à leur service, parce qu'un ministre c'est un serviteur. Un serviteur qui se veut également être à l'écoute des préoccupations et des aspirations de la jeunesse. Un tête-à-tête a permis aux deux parties de s'exprimer sans faire dans la dentelle. À la région de Haut-Bassin, je pourrais dire que les choses évoluent mais très lentement. C'est tout le temps les mêmes discours, mais nous avons foi à ces ministres parce que la jeunesse l'attendait beaucoup avec pas mal de questions dont nos préoccupations d'une part ont été levées. Et je crois très bien que cette prise de contact aujourd'hui nous permettra réellement de mieux travailler et à résoudre les problèmes de la jeunesse actuelle. Les acquis engrangés par le ministère, les chantiers à court terme ont été également abordés au cours de ce premier contact entre le ministre et la jeunesse des Hauts-Bassins. Non à la prostitution. Le slogan est repris en chœur par les élèves du lycée Songtaba. À l'origine de cette campagne de sensibilisation, le réseau africain de lutte contre la prostitution en milieu scolaire, jusqu'au 31 décembre, une vingtaine d'établissements de Ouagadougou seront invités à adopter des comportements qui les honorent. Yolande Lompo. C'est 200 000 à prendre à laisser. Ok. Laquelle? Je travaille pour ça problématique. L'appât du gain facile et les mauvaises fréquentations poussent certains jeunes à délaisser l'école pour exercer le plus vieux métier du monde. Le phénomène est réel en milieu scolaire et concerne aussi bien les filles que les garçons qui ne se soucient plus de préserver leur santé et leur dignité. Ces élèves du lycée Songtaba l'ont bien compris, d'où cette mobilisation à l'occasion du lancement de la campagne de sensibilisation et d'information pour dire non à la prostitution. Une campagne organisée par le réseau africain de lutte contre la prostitution avec le soutien de ses partenaires. Créé en 2010, le Air Pros Africa a pour mission de lutter contre le trafic d'enfants et la prostitution.
Aussi tente-t-il de redonner à chaque fille la possibilité de grandir dans sa famille. Ceux qui ne veulent pas, jusqu'à aujourd'hui, lâcher les enfants et qui disent que ces enfants-là, il faut qu'ils se donnent à la prostitution parce qu'ils se nourrissent de cela, nous leur disons, laissez ces enfants-là. Laissez les enfants vivre leur vie. Actuellement, nous avons 20 établissements pilotes, 20 établissements situés dans des zones prostitutionnelles que nous avons identifiées. Et c'est à travers ces 20 établissements, nous allons faire ces causeries débats. Et jusqu'au 31 décembre 2013, cette campagne de sensibilisation va se poursuivre avec en ligne de mire des projections de films sur la thématique et des causeries débats. La page installation des maires à présent, Jean-Paul Ouedraogo est le nouveau maire de Mané. Installé le 25 avril dernier, il entend faire sienne les préoccupations des populations. L'agriculture, l'école, l'élevage sont ses priorités pour inscrire la commune de Mané sur la voie de l'émergence. Yolande Lompo. Les pas de danse de ce sexagénaire illustrent bien la joie de la population de Mané et celle des ressortissants présents à cette cérémonie. L'écharpe nouée autour de la taille et voici Jean-Paul Ouedraogo, nouveau maire de la commune de Mané, installé dans ses fonctions pour un mandat de 5 ans. Le maire sortant Ousmane Sanfo lui confie alors la clé de la ville. Sa commune compte 44 villages et 5 secteurs. Issu du CDP, son mandat il le place sous le signe du respect de l'union et du travail. Nous allons tenter d'abord de trouver l'union entre les frères et les filles de cette cité. Nos actions prioritaires. D'abord, il faut qu'on mange bien. Manger bien, cela veut dire que l'agriculture, il faut que ça se développe. En deuxième point, il faut que l'enseignement, que nos enfants soient bien scolarisés. Ensuite, je peux aussi parler de l'élevage. Parce que la région n'est pas négative en élevage. Nous allons tenter aussi vers l'élevage. En urbanisme aussi, nous avons pas mal de problèmes. Les 91 conseillers municipaux, dont 42 femmes qui l'ont porté à la tête de la mairie le 6 mars 2013, ainsi que les membres du bureau exécutif, sont présentés à la foule. Nous avons plusieurs ethnies en termes de diversité, et c'est avec toute cette diversité-là qu'il faut absolument travailler. Et donc, si j'ai vraiment un conseil à leur donner, c'est de se dire il faut qu'ils se mettent au travail, mais au travail avec l'ensemble de la société et surtout de la diversité. Et pour les 5 années à venir, la nouvelle équipe dit attendre beaucoup des fils et filles de la région ainsi que de toutes les forces vives pour faire de Mané une commune émergente. Sept partis politiques composent le conseil municipal de Latodin et c'est le CDP qui a à charge la gestion de la mairie. Son candidat Ernest Tendrebego, élu maire de Latodin, a pris officiellement fonction. La bonne gouvernance communale sera sa gestion du quinquennat. Abdoul Rasmanizongo. Accostée à une dizaine de kilomètres de Yako, la commune, sinon le navire de Latodin, n'a pas fait de détails dans une mobilisation grandeur nature. Une embarcation dans le bateau commun lors de la prise de fonction officielle du capitaine de bord entrant. Autant les 31 000 habitants, passagers, sont acquis à la cause du maire Tendrebego, autant ils ont des espérances afin que la longue traversée soit une réussite. Nous souhaitons qu'il travaille bien, vraiment en collaboration avec tous les villages, pour que vraiment notre commune parte de l'avant. Le courant est installé ici. Mais on n'est pas fait venir le courant au lycée. Les robinets, ça coupe beaucoup. Voilà. Donc, tout ça, je veux que ça règle. Bien que provenant de cette formation politique diverse, de 7 écoles différentes de navigation maritime, les 33 membres du conseil municipal, plutôt de l'équipage, s'unissent sans se confondre et se distinguent sans se séparer. Le nouveau capitaine de bord, formé à l'école du CDP, parti au pouvoir, a une idée pour conduire tout Latodin à bon port, la bonne gouvernance communale. Nous voulons que notre travail soit guidé par la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en apprentissage de la démocratie. Il faut donc travailler à montrer le bon exemple, en gérant bien les deniers publics, en faisant en sorte que
ceux qui nous ont élus aient confiance en notre action. Nous sommes dans une dynamique du développement communal. Il y a des bases qui ont été jetées avec le plan de développement. Nous allons ensemble également l'actualiser et regarder encore les axes prioritaires sur lesquels nous pouvons accompagner la commune, notamment aussi bien dans le sens de la coopération décentralisée que sur tout ce qui a trait aux actions de proximité. Le navire battant pavillon Latodin, amarré initialement le 7 janvier 2013 aux commandes théoriques du capitaine de bord Ernest Tiendrebeu, a officiellement amorcé ce 2 mai sa course pour le bien-être de tous les passagers, avec déjà la possibilité pour certains de se ressourcer musicalement ou culturellement. Madame le maire reste aux commandes de la commune de Bagaré. Hélène Saba-Ouedraogo entend mettre les 5 prochaines années au service du renforcement des acquis et de la consolidation de la cohésion sociale. La cérémonie d'installation avec toujours Abdul Rasmani Zongo. Avec ses 24 hameaux de culture et 23 000 âmes environ, la commune de Bagaré, située au nord du Burkina Faso, renouvelle sa confiance à Hélène Saba-Ouedraogo, d'où le présent cérémonial. Un cérémonial officiel d'entrée en fonction pour 5 autres années de Madame le maire et 48 conseillers municipaux issus de 3 partis politiques, le MAP, le CDP et l'UNUPS. Il y a eu beaucoup d'acquis grâce à vous tous. Et présentement, nous voulons renforcer ces acquis-là. En plus, il s'agit notamment au niveau de l'enseignement, parce que nous avons 37 classes sous Payotte. Il y a également au niveau de la santé, où nous avons 2 CSPS pour 23 000 habitants. Et je voudrais aussi également parler des les moyens propres de la commune, par la sensibilisation de la population, par la sensibilisation des conseillers à jouer leur rôle. Bagaré peut aussi compter sur le parrain. Je vais continuer à accompagner cette commune parce que ce n'est pas la première fois que je viens ici. Je connais très bien cette commune. J'ai parcouru plusieurs villages de cette commune. J'ai déjà accompagné dans plusieurs projets de développement au niveau de cette commune. Et je pense que le fait que je sois encore parrain aujourd'hui me donne le courage, sinon l'obligation, de continuer à appuyer cette province dans sa quête de développement. Les citoyens, eux, ne manquent pas de doléances. On a 37 classes à Payotte, on souffre trop. Il y a aussi, on souffre un peu de l'eau potable. Si elle peut faire des forages ajoutés, ça va nous arranger. Hélène Saba-Ouedraogo a été élue sous la bannière du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, parti au pouvoir. Voilà, ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la RTB. Bon.